Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler encore de l'Afghanistan. Alors, pourquoi l'Afghanistan? Parce que c'est un enjeu pour le monde. Et de ce point de vue, les décisions qui seront prises vis-à-vis de l'Afghanistan impliqueront notre propre avenir. Et je vais vous montrer ce soir pourquoi il en est ainsi et quelle est l'ampleur du défi. D'abord, évidemment, nous le savons tous, il s'agit d'un désastre occidental, d'une débâcle. On a vu les images de l'hélicoptère Chinook au-dessus de l'ambassade américaine évacuant les diplomates, comme on l'avait vu à Ho Chi Minh Ville lorsqu'elle s'appelait Saigon au Vietnam. Donc, c'est la répétition d'un désastre. Pourquoi? C'est, dit-on, avoir voulu implanter des institutions et un système politique occidental dans un pays qui n'avait, dans son histoire, rien à voir avec cela. C'est vrai, mais c'est bien plus grave. C'est que pour le faire, on a pactisé avec les seigneurs de la guerre et leur trafic. Alors, pour cela, nous avons un article très intéressant qui est paru chez nous, en France, de la newsletter du Figaro, de Frey, de M. Frey. Alors, ce qu'il nous dit, c'est très clair, c'est que le Royaume-Uni, désigné nation responsable pour accompagner la nouvelle administration Karzai contre la drogue en 2002, eh bien, elle a versé des millions de dollars, non pas directement avec un système effectif et sérieux de contrôle, mais elle l'a versé aux milices, aux chefs de milices des provinces Nangarhar, Uruzgan, Kandahar et Helmand, surtout le Helmand, dont on a continué et développé le trafic d'opium, qui avait été auparavant arrêté par les talibans, les premiers régimes talibans, dont on peut dire tout le mal que l'on voudra, mais sur la question spécifique de l'opium, ils avaient arrêté le trafic. Alors, aussi, les Américains, le Pentagone a suivi une politique qui n'était pas du tout d'éradication de la drogue, au moins jusqu'en 2005-2006. Alors, sur ces choses, nous avons un témoignage dans nos propres conférences de l'Institut Schiller de Pino Arlacchi. Pino Arlacchi a été le secrétaire d'État général des Nations Unies et il était en charge de la lutte contre la drogue en Afghanistan. Et il nous a dit qu'il avait passé un accord avec les talibans contre, évidemment, certains avantages qui faisaient que les talibans ont éradiqué la production d'opium qui était pratiquement nulle en 2001. Donc on voit bien que c'est sous le régime américain et de l'OTAN que ce trafic de drogue a pu s'établir et continuer. Cela, évidemment, n'est généralement pas dit dans la presse officielle et les médias qui, sur ce sujet-là, très certainement, nous désinforment. La démarche américaine ne peut pas être définie seulement comme une démarche américaine, c'est la démarche américaine et des alliés occidentaux, d'où notre propre responsabilité, à partir du moment où il a été décidé que nous interviendrons en Afghanistan, en particulier sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais aussi de François Hollande. On est parti d'Afghanistan en 2013, mais on y est resté en particulier au niveau de certains services. Alors, évidemment, ce que nous dit le comité de défense interarmée en France, des militaires responsables, ils nous disent qu'il faut arrêter le train fou de l'OTAN. Et c'est une évidence, si l'OTAN poursuit cette sorte de politique et s'étend au niveau indo-pacifique, comme on l'a dit, et en particulier, après ce qu'elle a fait à l'Afghanistan, on montre que sa politique devient tout à fait désastreuse. Alors, pourquoi les talibans ont gagné? Les talibans ont gagné d'abord, dit-on, parce qu'il y a eu les accords de Doha, établis par Donald Trump et ensuite poursuivis par Joe Biden, sur une entente pour que la situation soit stabilisée là-bas et qu'ils puissent progressivement occuper le pouvoir. Ils n'ont pas fait progressivement parce que tout ce que les Américains avaient mis en place s'est effondré.
s'est effondré parce que ça reposait sur la corruption. Même les policiers et les militaires, qui étaient soi-disant 300 000, l'étaient beaucoup moins parce qu'il y avait de faux policiers et de faux militaires et ont détourné des sommes qui auraient dû leur être versées, de l'ordre de, allez, à peu près 50 000 personnes qui n'existaient pas, c'était une armée fantôme. Et puis il y a eu les policiers et les militaires qui n'étaient pas payés et leur argent était détourné. C'est pour ça qu'ils sont partis. Et il n'y avait même pas des armes suffisantes, et en tout cas des munitions. C'est pour ça que cette armée afghane, plus importante en nombre que celle des talibans, s'est effondrée. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Alors, évidemment, dans ce contexte, les talibans étaient vus par une majorité de la population afghane, à l'exception de quelques villes, comme une force d'indépendance nationale, comme maintenant une guerre d'indépendance nationale, d'où leur succès. Il faut dire que pendant l'occupation de l'OTAN, il faut bien l'appeler une occupation, bien qu'elle ait eu des collaborateurs là-bas, ce qui s'est passé, c'est que dans les villes, oui, il y a eu une amélioration du statut des femmes, mais ailleurs, non. C'était toujours la même chose, et même dans les milieux pauvres des villes, non. Donc il n'y a pas eu ce changement dont on nous rebat les oreilles dans les pays occidentaux. Le coût de la guerre, c'est une des raisons du départ des Américains, a été énorme, entre 2000 milliards et 2500 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est une somme qui se situe dans le contexte des 6500 milliards de dollars dépensés par le budget américain pour 20 ans de guerre qui ont tout été perdus. Tout était perdu. Alors, ces guerres étant perdues, je disais quand même, il faut arrêter ça. Et c'est pour cela que le président Biden, et j'ai ici le texte même de ses déclarations, le président Biden a dit « Je n'allais pas prolonger cette guerre éternelle et je n'allais pas non plus prolonger une sortie de cette guerre éternellement. » Et puis, il a ajouté « Cette décision sur l'Afghanistan ne concerne pas seulement l'Afghanistan, il s'agit de mettre un terme à cette ère d'opérations militaires majeures afin de redessiner d'autres pays. » Donc, évidemment, cela n'a pas été fait pour redessiner d'autres pays, il faut dire la vérité. Ça a été fait par vengeance contre le terrorisme et contre Ben Laden, ce qui était justifié au départ. Et peu à peu, on a parlé de nation building, de créer une nation, mais c'est pas vrai. Ce qu'on a fait, c'est créer un système de corruption pour pouvoir continuer à occuper le pays. Il faut dire les choses, là aussi, comme elles sont. Alors, évidemment, aujourd'hui, que les Américains partent, les Britanniques, en particulier Tony Blair, qui avait déclaré en 1999 qu'il fallait une responsabilité de protéger dans les interventions, de protéger pas du tout la démocratie, mais protéger ses propres intérêts politiques et financiers. Blair a fait une autre déclaration disant qu'il ne fallait pas, comme l'a fait Biden, dénoncer la fin des guerres permanentes, mais qu'il fallait garder une option d'intervenir, sans cela on s'affaiblissait. Voilà ce qu'a dit Tony Blair. Et les chefs de la Royal Air Force anglaise, britannique, se réservent la possibilité de bombarder en tout temps et en tout moment l'Afghanistan pour poursuivre les terroristes. Jamais un bombardement n'a pu réussir à éradiquer le terrorisme s'il n'y a pas une intervention sur Terre, d'une part. Donc, on peut y voir que ça peut être le prétexte à un dérapage. Enfin, évidemment, l'accord avec les talibans qui a été fait avec les Américains, sans qu'on ait sollicité les Européens d'ailleurs, à Doha, prévoit l'amnistie politique, la lutte contre le terrorisme des talibans, qui luttent en effet contre Daesh, mais qui ont certains rapports avec Al-Qaïda, notamment pour la fourniture d'armes. Il faut dire que maintenant ils en ont assez, puisqu'ils ont bénéficié de toutes les armes américaines qu'ont abandonné les soldats du régime collabo afghan. C'était ne pas imposer tous les excès religieux. En effet, c'était l'interdiction faite aux femmes de sortir seules, cloisonnées chez elles. C'était l'interdiction de posséder des oiseaux, de regarder la télévision, enfin tout ce qu'on sait des excès de cet islamisme dévoyé et terroriste. Donc les talibans ont promis
de ne pas continuer. Alors c'est intéressant parce que leurs propres déclarations vont dans ce sens. Il y a eu des déclarations des principaux responsables, en particulier de celui que l'on connaît, qui s'appelle Zabihullah Mujahid, qui a déclaré que les talibans voulaient respecter le droit international, avoir de bonnes relations avec les nations, tous les pays, y compris les États-Unis, ont-ils répété plusieurs fois, et qui ne désiraient pas être dans une optique de confrontation et de terrorisme, et qu'ils allaient poursuivre les terroristes. Alors, ce sont, me dira-t-on, des promesses, mais on peut les prendre au mot, et voilà le moment de l'histoire dans lequel on est arrivé. Mais au lieu de les prendre au mot, que fait-on fondamentalement? Eh bien, on décide, au lieu de faire une politique d'aide à la reconstruction du pays, qui se trouve dans une situation déplorable, on décide de bloquer leurs avoirs, de geler leurs avoirs. Alors, la Banque centrale d'Afghanistan a environ une somme qui n'est pas faible, qui est de 9 milliards de dollars, mais elle est entièrement ou presque entièrement gelée, parce qu'elle est entre les mains des comptes de la Réserve fédérale américaine. Il faut bien savoir ce qu'a voulu dire l'occupation de l'Afghanistan, hein, et des banques aussi, des grandes banques, des mégabanques mondiales. On dit ici, je lis le rapport qui a été fait, que les talibans n'ont accès qu'à 0,1 à 0,2% de leurs réserves monétaires de leur pays. Donc, ce que vient de dire l'ambassadeur du Pakistan en Chine, Wang Wenbin, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, et l'ambassadeur Zamir Kabulov de Russie en Afghanistan, c'est qu'il faut faire une politique de développement économique et social qui stabilise les choses et ne pas laisser les talibans dans une situation de complet abandon financier, parce que d'ores et déjà la currency, qui est leur monnaie, commence à s'effondrer et crée une situation encore plus grave que ce qu'elle ne devrait être normalement, et ce qu'elle n'est normalement. Alors, si on regarde la situation là-bas, on peut s'apercevoir qu'il y a 39 millions d'habitants, 18 millions ont besoin de tout dans l'immédiat, il faut les secourir, les aider, ils ont besoin d'eau potable, ils ont besoin d'aliments, il y a très peu de production d'aliments en Afghanistan, ils ont besoin également des moyens généraux pour vivre, de médicaments, ils ont besoin de tout. Et ils sont dans une situation qui est une situation de détresse. Alors, il y a évidemment l'UNICEF, il y a l'UNHCR, le Comité des Nations Unies pour les réfugiés, il y a les Médecins sans frontières qui sont très courageux là-bas, mais ce n'est pas, bien entendu, suffisant, c'est nécessaire, mais pas du tout suffisant. Alors, il faut bien voir que dans ces conditions, c'est une toute autre économie, tout un autre développement qu'il faut. Et cela est dans l'intérêt des principales parties prenantes. C'est dans l'intérêt de la Russie et de la Chine. La Chine, ayant depuis longtemps des relations avec les talibans pour que ceux-ci n'alimentent pas le séparatisme, disons, des Ouïghours, et dans le Pakistan aussi, on a intérêt à ce qu'il y ait une partie du Pashtounis, de l'ethnie Pashtun qui se trouve du côté afghan et l'autre du côté du Pakistan. Les Pakistans ont intérêt à équilibrer les choses. D'ailleurs, il y a des attaques contre des travailleurs, des ingénieurs chinois au Pakistan actuellement menées par cette force séparatiste. Donc les Chinois ne veulent pas que ça vienne en Chine. Déjà, ils veulent assurer la sécurité de leurs propres ressortissants au Pakistan, en particulier à Gwadar, qui est le port ouvert sur le golfe Persique. Donc c'est l'intérêt de la Chine, c'est l'intérêt de la Russie, c'est l'intérêt du Pakistan, que les choses soient stabilisées, c'est l'intérêt des États-Unis aussi, et de l'Inde. De l'Inde qui a été tout à fait opposée au Pakistan, et opposée donc aux talibans qu'on jugeait alliés, à juste titre, du Pakistan, et que maintenant l'Inde établit des relations avec le Pakistan aussi, et tout cela doit créer une situation dans laquelle les principales grandes puissances ont des rapports différents que des rapports de domination géopolitique, c'est-à-dire d'intérêt dans lequel le vainqueur essaye de rafler toute la mise ou au moins la plus grande partie de la mise. Non, il s'agit d'un développement mutuel, d'une politique de développement mutuel qui doit être mise en place. Alors,
il faut voir une chose de plus sur le trafic de drogue, c'est que sur le total de la valeur de l'opium et l'opium transformé en héroïne dans les rues d'Europe et des États-Unis, ça fait en Europe plus, je dirais, de 20 milliards, plus de 60 milliards dans le monde occidental. Et en Russie, où sévit aussi la drogue. Et en Asie centrale, parce que il y a l'opium consommé maintenant en Afghanistan, on calcule que 15% des personnes sont droguées, et en Asie centrale et en Russie, alors sous forme d'opium pour les uns et sous forme d'héroïne transformée pour les autres, avec des méthamphétamines produites en Afghanistan même. Donc il faut arrêter tout cela. Mais les cultivateurs ou les agriculteurs afghanistans qui pour gagner leur vie ont été obligés de produire de l'opium, en tirent à peu près, d'après les estimations qui sont faites, qui sont très difficiles à faire, mais elles sont approximatives, sont une idée approximative des chiffres. On tire à peu près 100 millions de dollars, à peu près 250 millions de dollars pour tous ceux qui manipulent l'opium, les seigneurs de la guerre, le gouvernement corrompu et ceux qui fabriquent l'héroïne ont tout compris, ça fait de l'ordre de 700 milliards, donc en plus, 700 millions, pardon, en plus ça fait un total d'1 milliard. Alors vous voyez qu'un milliard, dans tout ce qui est en Afghanistan, ou autour de l'Afghanistan, les corrompus et les cultivateurs de l'opium, 1 milliard, par rapport à 65 milliards de bénéfices dans le monde. Donc, cette question de la drogue, l'Afghanistan n'est qu'un lieu de production et parfois de transformation, mais c'est dans le monde que se réalisent les plus grands profits par l'Afghanistan. Et c'est le combat contre la mafia de la drogue à l'échelle internationale qui doit être mené. Alors, évidemment, si l'on voit ces besoins immédiats auxquels il faut répondre, comme je viens de le dire tout à l'heure, ce n'est pas assez. Il faut offrir à l'Afghanistan une politique de paix par le développement mutuel, une politique de développement économique qui soit une politique à la fois de inclusivité et de connectivité, comme on le dit aujourd'hui, on le dit trop souvent sans le faire, mais une politique qui intègre le pays, qui l'intègre à l'échelle de toute l'Asie centrale. Alors, ça veut dire une politique où d'abord on transforme la culture de pavot en culture vivrière ou en safran, qui est quelque chose qui rapporte. Il faut organiser cela, mais pour cela, il faut un juste prix de ces produits et combattre le trafic plus loin en aval, là où il se réalise. En même temps qu'on combat l'Afghanistan, mais il faut combattre aussi en aval. Les talibans, ils sont prêts, comme je l'ai dit, puisqu'ils prétendent aujourd'hui vouloir réduire la production d'opium, et ils l'avaient réduit pratiquement à zéro, je répète, en 2001. C'est sous l'occupation de l'OTAN qu'elle s'est poursuivie. Alors, c'est aussi l'exploitation des immenses ressources minières du pays. Les Chinois ont une mine de cuivre qui serait une des plus importantes au monde. Donc, il faut non seulement exploiter ces ressources minières, mais leur transformation sous forme de produits industriels, pour que se crée une industrie à partir de ces ressources minières, pas qu'il y ait une nouvelle forme d'exploitation de l'Afghanistan, auquel peut-être certains seraient tentés de procéder. Il faut un système d'adduction pour l'eau et d'assainissement, de gestion de l'eau pour tout le pays, un système de santé publique, et surtout, et en même temps, le désenglavement sous forme de voies ferrées, de sens ferroviaire. Alors, actuellement, il y a un réseau ferroviaire de Mazar-i-Sharif dans le nord jusqu'à l'Ouzbékistan, ça fait que 70 km, c'est très peu. Donc il faut relier cela à Kaboul et ensuite de Kaboul jusqu'au Pakistan, c'est un premier axe. Un deuxième axe doit être l'axe que les Iraniens avaient proposé de construire, de la frontière iranienne à Herat, qui est plus proche de l'Iran, jusqu'à Kaboul, et ensuite, cela vient autour de Kaboul, de rencontrer l'autre axe de développement. Et un autre axe encore du côté de la Chine, car il faut voir que l'Afghanistan a à peu près 70 à 80 km de frontière commune avec la Chine. Donc, il faut faire de cela un centre de développement, parce que le Pakistan peut devenir le pire, comme il peut devenir le meilleur.
mais que ça ne dépend pas du Pakistan, ça dépend de l'attitude des grandes puissances internationales qui doivent changer par rapport à la situation actuelle. On doit passer d'un moment de géopolitique à un moment d'économie du développement et du développement mutuel, et l'Afghanistan doit être l'exemple de cette capacité, de cette nécessité. Alors, les nouvelles routes de la soie chinoises sont un premier exemple. Pour aller plus loin, il faut de véritables corridors de développement, ce que mon ami américain Lyndon LaRouche avait proposé, avec lequel j'ai travaillé et commencé à une époque, des corridors de développement qui désenclavent. Et c'est l'avantage de corridors de développement terrestres par rapport au transport soit aérien, soit maritime. D'ailleurs, l'Afghanistan n'a pas de moyens de frontières maritimes. Donc, il faut développer cela, et cela veut dire des corridors de développement pour faire circuler les marchandises, bien entendu, mais aussi de l'énergie, des hommes, des idées. Et c'est là que se fera la modernisation réelle de l'Afghanistan, avec ces circulations et ces idées et ces connexions. Et pour cela, évidemment, il faut que ces corridors de développement, autour d'eux, avec 50 à 100 kilomètres autour de chaque côté, essaiment et créent du développement. Et ça a été l'idée de développement dans tous les systèmes dans le monde, quels qu'ils soient, lorsqu'ils ont pu organiser les conditions de ce développement. Évidemment, pour cela aussi, il faut le respect des compétences, et que les talibans respectent les gens compétents, avec la possibilité peut-être que certains compétents des villes qui sont partis puissent un jour revenir, et il faut évidemment une intégration entre les villes et les campagnes, parce que sous le système qui a duré 20 ans, les villes ont été favorisées, il y a un développement réel dans les villes, mais les campagnes, au contraire, sont restées dans le même état, et peut-être bien pire. D'où la victoire des talibans, qui est comptée, et qui ont organisé les campagnes, et qui ont, avec une grande compétence tactique, lancé leur offensive dans le nord, où on pensait que c'était la région la mieux tenue par le système américain et britannique d'occupation. Il faut dire que sur ces questions, la France a joué un rôle qu'elle a essayé, mais elle était intégrée dans l'ensemble, donc elle n'a pas pu, a essayé de jouer un contrôle des systèmes de production de drogue avec le fameux accord de Paris, qui s'est tenu au niveau de ce qui était alors le G8. Mais il n'a pratiquement pas été appliqué. La France n'avait pas assez de pouvoir pour le faire. Alors, par rapport à cela, que dire moralement de la situation? Moi, je dis, comme je répète, comme je l'ai dit la dernière fois, honneur à nos soldats qui sont morts là-bas ou qui ont été blessés. Ils ont combattu pour une cause qui leur avait été donnée, comme fait toute armée. Mais déshonneur à ceux qui les ont engagés sans mesurer les conséquences. Ensuite, les pays occidentaux, et en particulier les Européens, surtout, proclament leur responsabilité morale vis-à-vis du futur de l'Afghanistan, alors que leur premier réflexe est de refouler ou de filtrer les réfugiés économiques et même les réfugiés politiques de droit d'asile. Et en particulier, nous, Français, qui avons avec les Anglais demandé à ce qu'il y ait des zones de survol des zones de survol humanitaires en Afghanistan, en même temps, nous n'accueillons pas les auxiliaires afghans des troupes françaises, les traducteurs et ceux qui ont collaboré au déploiement militaire, qui sont menacés par les talibans. Donc ils ne sont pas accueillis en France en nombre suffisant. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec les Harkis en Algérie. Donc, que dire globalement, pour conclure? Il faut mettre fin à une OTAN qui, comme le comité de défense interarmée l'a dit en France, est un train fou et qui prétend être global. Ce n'est plus une réaction aux dangereux communistes du pacte de Varsovie qui était justifiée. Principe justifié. Mais aujourd'hui qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie et que la situation en Europe est ce qu'elle est, l'OTAN va s'étendre dans le monde, et notamment dans le contexte indo-pacifique. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et incompatible avec une stabilisation de la région, et en particulier de l'Afghanistan, et la source possible de conflits, y compris militaires, notamment avec la Chine, mais aussi avec la Russie. Donc il faut lui substituer à cette sécurité soi-disant assurée par l'OTAN un système de sécurité
internationale de paix par le développement mutuel et la sécurité militaire reposant sur une sécurité de développement économique. Sans cela, il n'y a pas vraiment de sécurité économique et sociale. Donc, je répète, c'est cette logique des corridors de développement et de développement de toute la région. Alors, je le répète aussi, il y a eu cet accord entre le Pakistan, la Chine, la Russie pour la stabilisation et qui demande même aux Européens et aux États-Unis d'être présents. Ils ne sont pas là pour le refouler, ils sont pour leur présence, avec une intention, et sachant qu'eux-mêmes ne peuvent pas eux seuls peut-être assurer la stabilisation de la région, il est vrai, mais il faut profiter de cette occasion. Ça veut dire d'aller plus loin qu'un système qu'un système de développement mutuel. Cela veut dire avoir des critères. Et le critère que nous avons longtemps défendu, et que nous défendrons toujours, c'est le critère de potentiel de densité démographique relatif. C'est-à-dire qu'il faut assurer qu'il y a un système de développement économique, culturel, social, y compris de justice sociale, qui permette d'assurer une population en développement plus grande, et au moins d'assurer que la population existante puisse être maintenue. C'est cela qui est le signe d'une économie réussie. Et elle ne peut réussir que s'il y a une densité de flux d'énergie et une densité de flux de technologies, c'est-à-dire des technologies qui sont plus productives, qui permettent de produire plus. Et ce système de développement des peuples et de développement des flux d'énergie est alimenté par une chose qu'on substitue aux guerres permanentes, une création humaine permanente. Et c'est cette création humaine permanente qui doit être la base réelle de la paix dans la région. Et l'Afghanistan peut être de ce point de vue soit l'exemple pour le monde, et c'est pour ça que c'est important, si important, et aussi le révélateur de ce qui peut aller très mal. Donc c'est là que ça se joue. Et ça se joue pas simplement comme une question afghane en elle-même. On peut y voir une question qui concerne tout le monde. Je veux faire une comparaison qui peut-être vous choquera. Mais Emmanuel Macron est actuellement à Marseille. Donc la situation à Marseille n'est pas la même, bien entendu, qu'en Afghanistan, mais y apporter une solution relève de la même logique humaine, de la même approche, je dirais, d'empathie, de coopération, de développement. Il faut assurer à Marseille un développement économique et un logement, un toit qui y correspondent. La question du logement à Marseille est scandaleuse depuis longtemps. Il faut assurer à Marseille également une politique qui est une politique de prise en compte de ce que la population y exige. Et cela veut dire l'intervention à la fois des autorités de Marseille et des autorités de l'État en France. Et M. Payan et M. Macron, qui se sont longtemps parlé, n'auront aucune excuse si ce développement n'est pas assuré. Pas plus que les pays qui doivent assurer le développement de l'Afghanistan. La comparaison est tout à fait, si on y réfléchit, est tout à fait justifiée. Parce que c'est l'attitude mentale, l'attitude morale, l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis d'une question politique et dont on veut relever le défi. Alors, je dirais qu'il faut aussi une administration qui ne soit pas corrompue, qui soit efficace et honnête. C'est ce qui doit être créé à Marseille comme en Afghanistan. Et alors oui, Marseille peut devenir un exemple pour toute la Méditerranée, et c'est ce qu'elle doit, ce qu'elle a la puissance de devenir, parce que c'est une ville qui est une ville à la fois, je dirais, d'ouverture sur la Méditerranée, et en même temps une ville où il y a une créativité, une possibilité que cette créativité s'exprime énorme, y compris dans les quartiers nord. Donc il faut faire et créer les conditions de ce développement. De même en Afghanistan. C'est pour ça que je vous ai dit au départ qu'on pouvait dire que l'Afghanistan, en réalité, au niveau de l'attitude que l'on doit avoir, de la responsabilité que l'on doit prendre, est quelque chose qui est proche de nous. Et j'ai donné cet exemple de Marseille, qui peut paraître peut-être à certains paradoxal, pour montrer comment c'est cette attitude-là qui permet de sortir d'un dilemme. Voilà, c'est notre combat, et je pense que le mener tout de suite est un impératif pour chacun d'entre nous,
notamment dans le contexte de cette campagne présidentielle qui, sans cela, au niveau où elle est actuellement, reste elle aussi un désastre. Merci.